un téléphone qui affiche 2 650 000 points sur AnTuTu, équipé du meilleur processeur ARM du moment, je pense qu'il serait vraiment dommage de l'utiliser seulement pour jouer à des jeux mobiles. Est-ce qu'on peut faire tourner des jeux PC et si oui, à quelle performance? Est-ce qu'on peut brancher un clavier, une souris ou même un écran externe? Et enfin, comment faire pour refroidir un processeur aussi puissant? Vous aurez toutes les réponses dans cette vidéo, mais avant tout, c'est qui lui? Ça, c'est le Redmatic 10S Pro. Apparemment, c'est le téléphone le plus puissant au monde pour le moment. Et pour seulement 649 €, vous avez la possibilité d'avoir le Snapdragon 8 Elite dans sa version overclockée. Ça s'appelle la leading version. C'est pour ça que c'est aussi unique, parce que c'est le premier téléphone à être en équipé pour le moment. Il y a une énorme batterie de 7050 mAh, un écran AMOLED 6,8 pouces qui couvre 95,3% de l'écran. Et en plus, est-ce que vous arrivez à voir la caméra frontale? C'est hyper bien caché sous l'écran. Et justement, on va en parler dans un instant. D'un point de vue esthétique, je trouve que ce téléphone est sublime. Qu'est-ce que vous en pensez? 8,9 mm d'épaisseur, c'est pas très épais. Une forme rectangulaire avec des bords totalement plats. Au dos, on a une vitre transparente qui donne la vue sur un design très futuriste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas de bosse de caméra, ce qui permet de le poser totalement à plat et de ne pas gêner la prise en main en jeu. C'est plutôt rare de nos jours. Pour un passionné de tech, je pense que c'est assez difficile de ne pas être attiré par ce type d'esthétique. Mais la beauté, ça vient à un coût. Et j'en parle plus tard. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez une chose. Je suis utilisateur propriétaire du Redmatic 10 Pro au quotidien. C'est pas le même téléphone que le 10S Pro, mais ils se ressemblent beaucoup. Donc je connais les qualités et les faiblesses de ces deux téléphones par cœur. Malgré que cette vidéo soit sponsorisée par Redmatic, je les ai prévenus que je voulais parler de mon expérience d'utilisation du Redmatic 10 sans filtre, en toute transparence. Donc je parlerai bien évidemment des qualités, mais aussi des petits points faibles que j'ai remarqués. Maintenant que tout est dit, on peut enfin lancer la vidéo et rentrer dans le vif de l'action. Mais avant de le transformer en PC gamer, j'ai envie de savoir comment il s'en sort sur les jeux mobiles. C'est pour ça qu'il a été créé. Quand je jouais aux jeux mobiles sur ce téléphone, c'est à peu près la même chose que quand on a une RTX 5090 dans un PC. En fait, on se demande plus si on peut jouer à ce jeu ou pas, mais plutôt à combien de FPS sera limité ce jeu par les développeurs. Sur Genshin Impact, on a systématiquement 60 FPS, c'est la limite de ce jeu. Et puis sur PUBG, on a facilement 120 FPS. Sur Call of Duty, ça c'est un jeu qui est compatible à 144, donc on avait 144 FPS de façon constante, même en enregistrant le gameplay. Wild Rift, c'est pareil, j'étais à 120 FPS. Delta Force Mobile, 120 également. Enfin, vous avez compris, c'est un téléphone qui maxe les FPS sur tous les jeux. La question ne se pose même plus. Et ce qui est surprenant, et là où on comprend que vraiment ce processeur n'est pas exploité par les jeux mobiles à 100%, c'est les températures. Le téléphone chauffe à peine. En plus, Redmatic, c'est des petits filous parce qu'ils ont rajouté des gâchettes sur le téléphone. C'est directement intégré et c'est des espèces de raccourcis que vous pouvez utiliser par exemple dans des jeux de course. Là, vous pouvez vous déplacer avec la gâchette au lieu de cliquer sur l'écran. Par contre, sur les FPS, c'est vraiment un cheat parce que dans des FPS qui ne sont pas compatibles manette, vous avez un téléphone qui ressemble à une manette en fait. Sur PUBG ou Delta Force, vous avez un avantage qui est juste fou par rapport aux autres. Ici, on a un bouton rouge et ça correspond à l'activation du Game Space par défaut. C'est une espèce d'interface qui a tous vos jeux en raccourci ici. Et puis, ça active aussi les paramètres gaming que vous avez peut-être déjà configurés, qui sont ici. Par exemple, le suréchantillonnage ultra élevé. Vous avez les modes de performance du processeur et un tas d'autres fonctionnalités ou, par exemple, les gâchettes, on en a parlé tout à l'heure. Et une fois que vous avez terminé avec votre session de jeu, vous pouvez juste simplement cliquez là, vous basculez en mode normal et ça éteint l'interface et ça éteint votre jeu tout de suite. Moi, si j'étais à deux, je pense que ça m'aurait bien servi de fermer mon jeu dès que mes parents rentrent. Pour un processeur aussi puissant qu'on a à l'intérieur de ce téléphone, les jeux mobiles ne sont plus suffisants. En fait, même après 2 heures de jeu sur Call of Duty Mobile et Delta Force, on a enregistré seulement 44 à 50 degrés de température sur le processeur. Donc la prise en main, c'est encore différent parce que du coup, le téléphone est à peine tiède. J'étais presque déçu d'avoir acheté un refroidisseur externe pour rien parce que je pensais qu'on allait en avoir besoin pendant les tests. Mais pour ne pas l'acheter pour rien, j'ai quand même trouvé une solution pour faire chauffer ce processeur jusqu'à température d'ébullition de l'eau. Pour ça, j'ai utilisé Winlator.
c'est un émulateur Windows qui va nous permettre de lancer des jeux compatibles, notamment des jeux sous DirectX 11. J'ai pris le malin plaisir de télécharger tous ces jeux et de les tester un par un. Vous trouvez pas qu'il y a un côté trop plaisant d'avoir un truc aussi petit dans sa poche et qui nous permet de jouer à tous ces jeux PC préférés? En tout cas, moi, c'était mon rêve pendant très longtemps que la ROG Ally n'a malheureusement pas réussi à faire. J'aurais dû acheter la Steam Deck OLED. Sur Control, un jeu qui est sorti maintenant il y a 7 ans, mais les graphismes restent quand même très impressionnants, on obtient entre 35 et 90 FPS dans le tutoriel. Par contre, dès qu'on sort dans le monde réel, on passe à 25 FPS et ça peut monter jusqu'à 40 à peu près. Pour Metro Exodus, on a entre 30 et 45 FPS, et quand on regarde le sol, on peut même carrément monter à 80. Dans les cinématiques, on a aussi très souvent du 50-60 FPS. Là, c'était une belle expérience. J'ai testé aussi The Forest, un jeu qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai trouvé ça super marrant, et que si à l'époque, avec mes potes, quand on y jouait, on avait la possibilité de l'avoir dans la poche, je pense que j'y jouerais encore plus souvent. Là-dessus, on avait 30 FPS de façon très stable. Enfin, GTA V, le jeu qui ne m'a pas pris quelques heures pour le configurer. J'ai passé 2 jours et demi à m'occuper de GTA V. Il ne voulait pas se lancer. J'ai téléchargé plein de versions différentes parce que je l'ai déjà acheté sur plusieurs supports différents. Rien ne fonctionnait. Mais finalement, après pas mal d'essais et pas mal de PC réinitialisés, j'ai enfin réussi à le faire fonctionner. Et pas qu'un peu, c'est littéralement le jeu qui fonctionne le mieux de tout ce que je vous ai montré actuellement. Dans l'introduction, on arrivait facilement à obtenir entre 70 et 100 FPS. On pouvait même parfois monter jusqu'à 117 FPS. J'ai réussi à prendre une photo à 117 FPS pour preuve. C'était juste hyper fluide. Je vous laisse regarder ça. Incroyable, c'est incroyable. Après l'introduction, une fois qu'on est rentré dans le monde ouvert, là encore, on est entre 45 à 60 FPS. Parfois, ça peut monter à 70, mais ça reste relativement stable. Il y a assez peu de saccades, seulement quand on est en voiture et que ça roule vraiment très très vite. Mais c'est de loin le jeu le plus fluide que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ça tourne aussi bien qu'un PC à 500-600 euros. J'ai quand même l'impression que ça ne justifie pas assez le titre de cette vidéo. Ça ressemble pas assez à un PC gamer. Et si je branchais un écran à ce téléphone? Là, je viens de lancer Control. Et un truc qui est drôle quand vous branchez un HDMI au téléphone, c'est qu'il vous propose de transformer le téléphone en pavé tactile. Ça vous sert de souris en fait. C'est hyper pratique, ça marche super bien, très fluide. Et vraiment, ce qui est dingue, c'est qu'on peut sortir du mode pavé tactile et utiliser son téléphone normalement. Tant qu'il est branché, de l'utiliser normalement, on peut répondre à des messages, scroller sur TikTok, pendant que là, on est en train de jouer. C'est dingue. Actuellement, j'ai ma souris Logitech et le clavier, mon clavier, que vous pouvez aller trouver sur kribiki.fr, qui sont connectés dans ce hub. Et ensuite, j'ai branché un HDMI aussi au hub. Le téléphone, il est en mode Game Space, il est en mode gaming. Donc c'est pour ça qu'il m'a activé un tas de fonctionnalités. En termes de résolution, c'est vrai qu'on a baissé la qualité graphique en low, et on a baissé la résolution en 720p, mais ça reste quand même très impressionnant de pouvoir faire ça sur un téléphone et que le téléphone, vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. J'aurais jamais cru qu'un truc comme ça pourrait exister et ça marche drôlement bien. C'est vraiment très fluide. Le plus haut que j'ai pu voir, c'était 20 watts pour la consommation du téléphone. Donc en vrai, imaginez que un PC fixe, un PC gamer pour avoir les performances équivalentes, il va consommer au moins 250-300 watts. Là, on oscille entre 10 et 20 watts, plus de 10 fois moins gourmand en électricité et pourtant, on arrive à avoir des performances comme ça. Oh, pendant la cinématique, on a 80 FPS, ça descend jusqu'à 30. Ça, c'est un peu le problème de l'émulation, c'est que les performances sont vraiment pas stables parce que pour traduire des instructions x86 vers ARM, ça demande beaucoup de performance et ça gaspille aussi beaucoup de performance au milieu. La stabilité, c'est vraiment notre problème. Je pense que le processeur, il a aucun souci si la traduction était optimisée. Et peut-être que Red Magic vont sortir une application. Ils ont prévu de sortir une application d'émulation intégrée au téléphone. Ça veut dire que vous pouvez juste lancer une espèce d'interface de jeu qui permet de lancer des jeux Steam ou des jeux Epic Games. Et là, peut-être que ce serait un peu plus fluide. Ce serait un peu plus stable. Mais à l'heure où on tourne la vidéo, l'application n'est pas encore sortie. En termes de température, avec le refroidisseur, franchement, c'est propre. Regardez, on oscille autour de 75 degrés pour le processeur et 62 degrés pour la carte graphique. La RAM, elle est à 59. Vraiment, c'est pas mal. Et quand on touche, quand je mets la main sur le dos du téléphone, franchement,
c'est un petit peu plus que tiède sans être chaud. Parce que là, on a calé le refroidisseur à l'emplacement du processeur. À l'intérieur du téléphone, le processeur, il est vraiment là. À ce niveau-là, sans bloquer la sortie d'air. Voilà, là, c'est parfait. Ça chauffe pas. Mais je pense que sur d'autres jeux, plus gourmands que The Forest, ça va chauffer un petit peu plus. On va aller essayer. Ok, si vous vous demandez comment on fait pour atteindre ce niveau de performance sur un téléphone portable, le Red Magic 10S Pro, il a 2 secrets. Le premier, c'est son processeur. Je vous l'ai déjà dit, c'est le meilleur processeur actuel et en plus dans sa version overclockée. La deuxième, c'est combiné à un très bon système de refroidissement. Parce que sur mon 10 Pro, même s'il y a plein de téléphones qui ont déjà le Snapdragon 8 Elite, c'est toujours Red Magic qui a les meilleurs scores sur AnTuTu. C'est parce qu'ils ont super bien géré le système de refroidissement. Red Magic sont les seuls à utiliser du liquide métal combiné à un ventilateur intégré qui tourne à 23 000 tours minute. Si vous ne le savez pas, le liquide métal, c'est un excellent conducteur thermique. Il est plus efficace que la pâte thermique, mais c'est un peu dangereux. Si jamais il est en contact direct avec un composant, c'est court-circuit immédiatement. Le génie de Red Magic, c'est d'avoir réussi à transformer le liquide métal en quelque chose de pâteux et donc pas liquide. Ça ne veut pas se faufiler dans les composants du téléphone. Et ensuite, ils l'ont placé à un endroit stratégique. C'est l'évolution par rapport au 10 Pro. Dans le 10S Pro, le liquide métal est placé juste au-dessus du processeur. Grâce à ce petit changement, on gagne 5 degrés de température par rapport au 10 Pro. Et vous trouvez pas que c'est quand même hyper osé de mettre un ventilateur qui tourne à 23 000 tours minute dans un téléphone? La première fois que j'ai entendu ça sur le 10 Pro, je me disais mais il va faire un bruit de turbine, alors qu'en réalité pas du tout. C'est un ventilateur qui reste assez silencieux et si vous avez un jeu qui tourne avec le haut-parleur, en vrai ça cache totalement le bruit du ventilateur. Par contre, ce ventilateur nous apporte quand même un défaut. Le téléphone n'est pas certifié IP68 comme la plupart des autres appareils dans ce prix. Pourquoi? Parce qu'on a une aération, on a une ouverture à cause du ventilateur. Pour sa défense, il est quand même certifié IP54, ça veut dire qu'il est protégé contre les éclaboussures ou les poussières de plus de 1 mm. Donc, il faut juste faire attention à ne pas le faire tomber dans vos toilettes. Selon Red Magic, ça c'est un compromis qu'ils ont volontairement voulu faire pour garantir des performances en jeu très bonnes et surtout un téléphone qui chauffe le moins possible quand vous jouez. Ok, bon, vous avez vu, il est très bien pour jouer en tant que téléphone mobile ou même pour vous amuser en tant que console, mais ça reste un téléphone à 649 €. Donc à ce prix-là, si vous l'achetez, c'est aussi pour faire des choses normales, des trucs classiques du téléphone. Donc est-ce que, en tant que téléphone du quotidien, ça fonctionne bien? Pour ça, moi, je pense être la personne la plus qualifiée pour vous répondre. Parce que moi-même, j'utilise la version antérieure, la Red Magic 10 Pro, donc pas le 10S Pro. La seule différence, c'est le processeur, le Snapdragon 8 Elite, mais pas la version overclockée. Il est devenu mon téléphone principal depuis quelques mois en remplaçant mon iPhone. Déjà, un point pour Red Magic d'avoir réussi à me faire sortir de l'écosystème Apple, mais vous allez voir qu'il y a quand même des choses que je lui reproche, des choses au quotidien, peut-être que elles vont être importantes pour vous. À commencer par un petit truc, mais je trouve que c'est un petit peu gênant au quotidien, c'est la traduction. Alors je ne sais pas pourquoi, en anglais, Optimize Battery Usage, que vous comprenez certainement, parce que c'est des mots qui sont très ressemblants en français, ça a été traduit par détection de la batterie. J'ai imaginé tous les scénarios possibles pour lesquels on pourrait le traduire en détection de la batterie. J'ai vraiment pas trouvé. Donc en commentaire, si vous avez une idée, je veux bien savoir. Ensuite, l'appel Wi-Fi, ça fonctionne pas très bien. Ça fonctionne une fois sur deux. Peut-être que pour certaines personnes, c'est vraiment pas important. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne passent pas d'appel. Et moi, si j'avais la possibilité, je voudrais pas du tout appeler de gens. Mais pour mon travail, j'attends des appels. Et ce qui se passe, c'est que j'ai la malchance de travailler dans un endroit qui n'a pas de réseau mobile. Je suis obligé d'utiliser l'appel Wi-Fi quand j'étais sur mon iPhone. Le truc, c'est qu'avec le Red Magic 10 Pro, je rate des appels. Et ça, c'est un peu grave pour moi et j'espère qu'ils peuvent le résoudre via une prochaine mise à jour. Et vous vous rappelez quand je vous avais dit que la beauté de ce téléphone, ça venait à un coût. Quel coût? En premier lieu, c'est un dos en verre. Donc, comme beaucoup de téléphones avec un dos en verre, on a peur de le rayer. Et Red Magic, bon, ils ont été gentils, ils nous offrent une coque de téléphone directement dans la boîte.
Ça, c'est super cool. D'ailleurs, leur packaging est vraiment sympa. Mais avec un téléphone aussi beau, j'ai vraiment pas envie de le cacher. Parce que là, ça se voit plus du tout. Il n'y a plus rien de spécial, hormis l'écran, bien sûr. Mais le dos, moi, je veux pas le cacher. Je veux le montrer. Donc, je pense que ce sera juste une question de temps avant que je le raye. J'espère juste qu'ils sortiront une pièce détachée de leur vitre arrière sur leur site internet. J'ai vu qu'ils vendaient des pièces détachées et vraiment pour pas cher. Par contre, je ne vois pas pour le moment de la vitre arrière. Rapprochez-vous, je vais vous montrer. Vous n'avez pas l'impression que c'est juste hyper joli de ne pas avoir le petit trou pour la caméra ou d'avoir l'encoche comme sur les iPhones. Donc déjà, chapeau pour Red Magic d'avoir réussi à cacher la caméra aussi bien en dessous de l'écran. Pour vous donner une idée, la caméra, elle va être ici. Elle est ici. Peut-être que si vous zoomez vraiment bien, faites très attention, vous allez pouvoir le remarquer. Mais en tout cas, à l'œil nu, c'est déjà très difficile. Par contre, le défaut de ça, c'est qu'on va avoir une caméra frontale qui est vraiment pas très propre. Moi, sur le Red Magic 10 Pro, j'évite d'utiliser la caméra frontale. J'évite vraiment. Après, je filme avec des appareils photo professionnels, donc j'en ai pas vraiment besoin. Ça me dérange pas vraiment. Mais je vous le dis, j'évite de le faire. Sur le Red Magic 10S Pro, ça a été amélioré un petit peu quand même. Ils ont amélioré le traitement de l'image par IA en post-prod, une fois que vous avez fini de prendre la photo. Mais sinon, pour la qualité de base, ça reste toujours la même. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. À l'inverse, les deux caméras arrière sont très bien. On a un ultra grand angle et un capteur principal, les deux de 50 mégapixels. En vidéo, on peut prendre jusqu'à 8K 30 fps ou 4K 60 fps. Ça, c'est vraiment bien. Et pour le coup, ça suffit pour la plupart des gens. Pour ces 149 €, il y a des choix à faire. Et Red Magic, ils en sont conscients. Ils ont décidé de le rendre très puissant, d'avoir un type de refroidissement qui est unique, mais de faire des compromis sur des choses qui sont peut-être moins importantes pour les personnes qui vont réellement l'acheter. Donc gardez bien en tête que l'appareil photo n'est pas la priorité sur ce téléphone et il ne doit pas l'être pour vous non plus si vous comptez l'acheter. Malgré ces défauts, pourquoi ça ne m'a pas empêché de passer de l'iPhone au Red Magic 10? Honnêtement, ça s'est joué vraiment au feeling. Pourquoi au feeling? Parce que j'ai trouvé le Red Magic 10 très réactif, donc le 10S Pro encore plus, que ce soit dans un usage habituel en train de scroller ou faire des recherches internet, lire des articles, ou même juste jouer entre des fenêtres superposées en multitasking, j'ai trouvé ça hyper fluide. Il y a à aucun moment ça n'a bugué, à aucun moment j'ai dû attendre. En fait, tout est instantané. J'ai conscience que ça, c'est aussi parce que mon iPhone 12 Pro Max a un certain temps, il commence à prendre de l'âge, donc il commence à ralentir. Mais j'ai quand même testé la réactivité de l'écran par rapport à un Honor Magic V3, un Fold de chez Honor. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réactif sur ce téléphone. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des technologies gaming qui vont profiter à l'usage au quotidien. Par exemple, sur le Red Magic 10S Pro, ils ont travaillé l'échantillonnage tactile. Donc la réaction du téléphone est beaucoup plus rapide à partir du moment où on a un contact avec l'écran. Un autre gros point fort du téléphone, c'est vraiment l'autonomie. 7050 mAh. Je vous laisse comparer par rapport au 12 Pro Max ou à d'autres flagships actuels. L'écart est juste énorme. Donc c'est vraiment un monstre en termes d'autonomie. Dans un usage normal, je peux tenir une journée et demie. Et je précise que mes journées sont un petit peu longues parce que je peux les terminer à 2h, 3h du matin. Au total, je peux accumuler à peu près entre 23 et 27 heures d'utilisation. Et le lendemain, quand je me réveille, je peux encore l'utiliser quelques heures avant que la batterie soit à zéro. Bien sûr, j'attends jamais que ce soit à zéro, je recharge à partir de 20%. Et si jamais vous oubliez de le recharger le soir, avec le chargeur qui est fourni, un 80 watts, vous pouvez monter en 10 minutes à 37%. Et pour faire le plein, ça se fait en seulement 60 minutes. J'ai fait le test. En vrai, quelque part, je dois quand même remercier Red Magic de m'avoir fait sortir de l'écosystème Apple, ce qui n'est pas une chose facile. Maintenant, je suis prêt à embrasser la diversité des téléphones Android. Mais pour le moment, je reste fidèle à ce Red Magic. Je suis tombé amoureux de son look, même si c'est qu'une question de temps avant qu'il se raye. C'est profond ce que je viens de dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a fait marrer, vous avez trouvé ça intéressant ou que ça vous a aidé à prendre la décision de prendre ce téléphone ou pas. Je vous mets tous les liens en description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!